En janvier 1968, l'armée nord-vietnamienne a lancé une attaque surprise contre les Américains. Il s'agissait de l'offensive du Tay, le Tay étant la célébration du Nouvel An lunaire. Il existait une tradition au Vietnam qui durait depuis des décennies, selon laquelle il n'y avait jamais de combat pendant le Tay. Pourtant, en 1968, les généraux nord-vietnamiens ont décidé de rompre avec cette tradition dans l'espoir de surprendre les Américains, de les submerger par la force et de mettre rapidement fin à la guerre du Vietnam. Ils ont attaqué plus de 125 cibles à travers le pays avec plus de 85 000 soldats. Voici maintenant la chose incroyable. Les États-Unis ont en fait repoussé chaque attaque, absolument toutes. Et à la fin de la majorité des combats majeurs, qui ont duré environ une semaine, les États-Unis avaient perdu moins de 1000 soldats. Les Nord-Vietnamiens ont perdu 35 000 des 85 000 soldats. Si nous examinons la guerre du Vietnam dans son ensemble, nous voyons que l'Amérique a perdu 58 000 hommes et le Nord-Vietnam a perdu plus de 3 millions de personnes. Un examen plus approfondi révèle également que l'Amérique a en réalité remporté presque toutes les grandes batailles qu'elle a menées. Cela soulève donc une question très intéressante. Quelles sont les règles? Nous sommes tous d'accord que celui qui a le plus de points à la fin du match est le vainqueur. Le jeu se termine et nous rentrons tous chez nous. Ensuite, vous avez un jeu infini. Un jeu infini est défini comme ayant des joueurs connus et inconnus, les règles sont modifiables et l'objectif est de perpétuer le jeu, de maintenir le jeu en jeu. Lorsque vous opposez un joueur fini à un joueur fini, le système est stable. Le football est stable. Quand vous opposez un joueur infini à un joueur infini, le système est également stable. La guerre froide était stable parce que nous ne pouvons pas avoir de gagnant ou de perdant et donc nous continuons tous les deux à jouer jusqu'à ce que l'un des joueurs manque de volonté ou de ressources pour continuer à jouer, et ensuite il abandonne le jeu. Cependant, des problèmes surgissent lorsque vous opposez un joueur fini à un joueur infini, car un joueur fini joue pour gagner et un joueur infini joue pour continuer à jouer, et ils font des choix stratégiques très différents. Invariablement, ce qui se passe, c'est que le joueur fini se retrouve dans un bourbier, il se retrouve frustré et en cours d'exécution. Des ressources et de la volonté nécessaires pour rester dans le jeu. C'est ce qui est arrivé à l'Amérique au Vietnam. L'Amérique se battait pour gagner et les Nord-Vietnamiens se battaient pour leur vie, un ensemble très différent de choix stratégiques ont été faits. Ce n'est pas tant que l'Amérique a perdu, c'est qu'elle a manqué de volonté ou de ressources pour continuer à rester dans le jeu et donc elle a abandonné. Cela me fait donc réfléchir, il n'y a pas de victoire en politique mondiale, il n'y a pas de victoire en gouvernance et il n'y a certainement pas de victoire en affaires. Mais lorsque nous écoutons le langage de trop de dirigeants, ils ne savent pas dans quel jeu nous sommes. Ils parlent d'être le numéro 1, d'être le meilleur ou de battre leur concurrence, basé sur quoi? Sur quelle mesure? Sur quelle période de temps? Ce sont des jeux infinis et lorsque nous jouons avec un esprit fini dans un jeu infini, quelque chose de très prévisible se produise, la confiance diminue, la coopération diminue, l'innovation diminue et finalement nous aussi. Manquons de volonté ou de ressources pour jouer et dans les affaires, nous appelons cela la faillite ou la fusion et l'acquisition. J'ai eu une expérience réelle qui m'a aidé à voir la différence entre un joueur fini et un joueur infini. J'ai parlé lors d'un sommet sur l'éducation pour Apple. J'ai également parlé lors d'un sommet sur l'éducation pour Microsoft. Lors du sommet Microsoft, je dirais que 70 à 80% des dirigeants ont passé la majorité de leur présentation à parler de comment battre Apple. Lors du sommet Apple, 100% des dirigeants ont passé 100% de leur présentation à parler de comment aider les enseignants à enseigner et comment aider les élèves à apprendre. L'un était obsédé par l'endroit où ils allaient, obsédé par la vision, l'autre était obsédé par le fait de battre leur concurrence. Devinez lequel était dans le bourbier, devinez lequel gaspillait volonté et ressources. Donc, à la fin de ma présentation chez Microsoft, ils m'ont offert un cadeau, ils m'ont donné le nouveau Zune, quand c'était une chose. Le Zune était la réponse de Microsoft à l'iPod et ce petit morceau de technologie était absolument spectaculaire, c'était brillant, c'était magnifiquement conçu, c'était élégant, cela fonctionnait parfaitement, l'interface utilisateur était intuitive. Donc, à la fin de ma présentation chez Apple, je partage un taxi avec un haut dirigeant d'Apple, l'employé numéro 54 pour être précis, et je ne pouvais pas m'empêcher, je devais agiter le pot. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit, tu sais, Microsoft m'a donné leur nouveau Zune,
il est tellement meilleur que ton iPod Touch. À quoi il a répondu, je n'en doute pas. Et la conversation était terminée, car le joueur infini comprend que parfois vous avez le meilleur produit. Et parfois ils ont le meilleur produit, parfois vous êtes en avance et parfois vous êtes en retard. L'objectif n'est pas de gagner, l'objectif est de durer plus longtemps. Et le seul véritable concurrent dans le jeu infini, c'est nous-mêmes. L'objectif est de rendre nos systèmes meilleurs cette année qu'ils ne l'étaient l'année dernière, de rendre notre gouvernance meilleure cette année qu'elle ne l'était l'année dernière, de rendre notre culture plus forte cette année qu'elle ne l'était l'année dernière, d'améliorer la qualité de nos relations et le niveau de confiance par rapport à l'année dernière. C'est ça. L'objectif du joueur infini, se surpasser. Cela soulève donc une question très intéressante. Si trop de dirigeants dirigent avec un état d'esprit fini et la réalité est que beaucoup de ces jeux auxquels nous jouons sont en réalité des jeux infinis, cela signifie que nous devons apprendre à changer notre façon de diriger pour le jeu dans lequel nous nous trouvons réellement. J'ai donc réduit cela à 5 points sur la façon de diriger dans le jeu infini. Nous devons avoir une cause juste, nous devons avoir des équipes de confiance, nous devons avoir un rival digne de ce nom, nous devons avoir une capacité pour la flexibilité existentielle et nous devons avoir le courage de diriger. Une cause juste est une cause si juste que nous serions prêts à sacrifier nos intérêts pour faire avancer cette cause. Cela pourrait signifier accepter un emploi pour moins d'argent parce que je crois en ce que nous faisons ici. Il arrive très souvent que nous faisions quelque chose en quoi nous croyons et que quelqu'un veuille nous amener dans son entreprise, et il pense qu'en nous couvrant simplement d'argent, nous partirons. Mais quand nous croyons désespérément en le travail que nous faisons, nous refusons facilement. Le meilleur salaire, c'est un sacrifice pour faire partie de quelque chose en quoi nous croyons. Peut-être travailler tard ou faire de fréquents voyages d'affaires, être loin de nos familles. Nous n'aimons pas ces choses, mais pour une raison quelconque, cela semble valoir le sacrifice pour faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Et chaque leader avec la capacité de diriger pour le jeu infini offre à ces gens un sens de juste cause. Steve Jobs croyait célèbrement que l'individu devrait se dresser contre Big Brother. Ce n'était pas à propos des ordinateurs en soi, c'était pas sur le design, mais il voyait l'ordinateur comme l'outil parfait pour donner du pouvoir aux individus pour se dresser contre le statu quo. Il imaginait un monde dans lequel un jour, une personne avec un ordinateur pourrait rivaliser avec une entreprise. Eh bien, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'était sa cause juste et toutes les personnes qui croyaient en ce genre de pouvoir individuel étaient attirées par Apple, elles voulaient y travailler et elles voulaient acheter chez Apple. Ce n'est pas un hasard si les personnes créatives et les jeunes étaient si attirés par la marque. Ils aimaient l'idée de se dresser contre Big Brother, de se dresser contre le statu quo. Nous devons donner à nos gens un sens de juste cause, une cause si juste qu'ils seraient prêts à se sacrifier pour faire avancer cet idéal infini, une vision du monde qui n'existe pas encore. Deuxièmement, nous devons avoir des équipes de confiance. J'étais en voyage d'affaires à Las Vegas et ils m'ont mis au Four Seasons, un hôtel magnifique. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est un bel hôtel n'est pas simplement à cause du lit de luxe, n'importe quel hôtel peut acheter un lit de luxe, c'est à cause des gens qui y travaillent. Quand ils vous disent bonjour, vous avez le sentiment distinct qu'ils voulaient dire bonjour, pas qu'on leur a dit de dire bonjour. Nous sommes des animaux sociaux très affûtés, nous pouvons faire la différence. Ils ont un bar à café dans le lobby et donc un après-midi, je suis allé m'acheter une tasse de café et le barista qui travaillait ce jour-là était un jeune homme nommé Noah. Noah était drôle, il était engageant, j'ai apprécié d'acheter une tasse de café chez lui. Je suis resté là beaucoup trop longtemps à acheter une tasse de café simplement parce que j'aimais parler à Noah. Alors, comme c'est dans ma nature, j'ai demandé à Noah, aimes-tu ton travail? Et sans hésiter, Noah me dit, j'adore mon travail. Dans mon domaine d'activité, c'est significatif. Aimer est rationnel, j'aime les gens, j'aime le défi, je suis bien payé, j'aime mon travail. L'amour est émotionnel, il démontre une connexion émotionnelle avec ce que nous faisons. Aimes-tu ta femme? Je l'aime beaucoup, c'est un standard différent, non. Noah a dit, j'adore mon travail. Donc, immédiatement, je suis intéressé. Alors je poursuis, je dis à Noah, raconte-moi, spécifiquement ce que fait le Four Seasons pour que tu me dises que tu adores ton travail. Et encore une fois, sans hésiter, Noah dit, au cours de la journée,
les managers passeront devant lui et lui demanderont comment il va, s'il a besoin de quelque chose pour mieux faire son travail, pas seulement son manager, n'importe quel manager. Et puis il a dit que j'ai aussi travaillé pour un autre hôtel, et là, les managers passaient devant moi pour me surprendre si je faisais quelque chose de mal. Là, ils étaient toujours autoritaires et essayaient de s'assurer que je faisais mes nombres. Il dit là-bas, j'aime juste passer la journée, garder la tête basse et juste collecter mon chèque de paie. Il a dit que seul au Four Seasons, je sens que je peux être moi-même. C'est exactement le même être humain et pourtant, le niveau de performance sera complètement différent, non pas à cause de lui, mais à cause de l'environnement de leadership dans lequel il travaille. On me pose tout le temps cette question, Simon, comment tirer le meilleur parti de nos employés? Ils ne sont pas une serviette que nous essorons pour voir combien nous pouvons obtenir d'eux. La question est mal posée. La question correcte est, quel environnement dois-je créer, que dois-je faire pour aider mes employés à travailler de leur mieux naturellement? C'est cela le leadership. Et lorsque nous pouvons créer des équipes de confiance dans lesquelles les gens se sentent en confiance et dignes de confiance, cela leur donne suffisamment de sécurité pour lever la main et dire « j'ai fait une erreur » ou « j'ai des problèmes à la maison et cela affecte mon travail » ou « vous m'avez promu à une position où je ne sais pas ce que je fais et j'ai besoin de plus de formation » ou « j'ai besoin d'aide » ou « j'ai peur ». Si nous n'avons pas des équipes de confiance, ce que nous avons, c'est un groupe de personnes qui se présentent au travail tous les jours en mentant, en cachant et en feignant. Ils cachent toutes leurs erreurs de peur d'avoir des ennuis. Ils n'admettront pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils font de peur d'être humiliés. Ils ne vont certainement pas dire qu'ils ont peur ou qu'ils ont besoin d'aide de peur que cela réduise d'une manière ou d'une autre leur valeur au sein de l'organisation. Et finalement, les choses vont s'accumuler et se briser. Nous avons vu ce qui se passe, je sais que vous avez vu les nouvelles il y a quelques années quand United Airlines a traîné l'un de leurs clients hors de l'avion avec le nez cassé, des dents cassées et une commotion cérébrale. Je me sens désolé pour chaque personne qui travaille dans cet avion. Je me sens désolé pour l'équipage car chacun d'entre eux savait que c'était la mauvaise chose à faire et pourtant aucun d'entre eux n'est intervenu parce qu'ils craignaient plus d'avoir des ennuis ou de enfreindre les règles que de faire ce qui est juste. Ce n'était pas une anomalie, cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, ce n'était pas cet équipage, c'était la culture dans laquelle travaillait cet équipage. J'ai eu une expérience bien des années avant cela qui a commencé à montrer les preuves. J'attendais pour embarquer dans un avion de United Airlines lors d'un voyage d'affaires et j'ai assisté à une scène qui se déroulait devant moi où l'un des passagers a tenté d'embarquer dans l'avion avant que son groupe ne soit appelé, ce qui, comme nous le savons tous, est un crime grave. Et c'est exactement ainsi que l'agent de la porte l'a traité. Mettez-vous de côté monsieur, je n'ai pas encore appelé votre groupe. Veuillez vous mettre de côté et attendre que j'appelle votre groupe, et comment? Elle a parlé à un client payant. Alors j'ai pris la parole. J'ai dit, pourquoi devez-vous nous parler de cette façon? Pourquoi ne pouvez-vous pas nous parler comme si nous étions des êtres humains? Et elle m'a regardé dans les yeux et a dit, monsieur, si je ne respecte pas les règles, je pourrais avoir des ennuis ou perdre mon emploi. Tout ce qu'elle m'a révélé, c'est qu'elle se souciait plus d'elle-même que de son client. C'est que ses dirigeants ne lui font pas confiance pour faire le travail pour lequel elle a été formée. Elle n'a aucun pouvoir ou contrôle sur le travail qu'elle fait et devinez qui souffre? Le client et l'entreprise. La raison pour laquelle nous aimons voler avec Virgin Atlantic, Southwest Airlines, Emirates ou toute autre compagnie aérienne, ce n'est pas parce qu'ils ont une formule magique pour embaucher les meilleurs employés, mais parce que les personnes qui y travaillent ont le sentiment d'avoir un rôle, qu'ils ont le pouvoir d'effectuer leur travail comme ils ont été formés pour le faire et de prendre les bonnes décisions. Et devinez qui en bénéficie? Le client et l'entreprise. Pour continuer à jouer dans le jeu infini, nous devons créer un environnement dans lequel les gens se sentent en confiance et dignes de confiance. Nous devons leur faire confiance et ils doivent nous faire confiance en retour. C'est la responsabilité des dirigeants. Le leadership ne consiste pas à être aux commandes, mais à prendre soin de ceux dont nous sommes responsables. Il s'agit de créer un lieu où ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes et ils nous offriront leurs meilleures idées, prendront des risques, résoudront des problèmes, travailleront ensemble. C'est une chose magique. Numéro 3, vous devez avoir un rival digne. Il y a quelqu'un d'autre qui fait ce que je fais. Il écrit des livres, il donne des discours. Son travail est extrêmement respecté. Je suis jaloux de lui, d'une bonne manière. De plus, mon admiration pour lui ne me fait pas moins l'aimer, cela me pousse à vouloir m'améliorer.
Ce rival digne me donne quelque chose à atteindre. Son succès ne signifie pas mon échec, mais c'est un repère par rapport auquel je peux me mesurer et comprendre où je peux faire mieux. Un grand fan de son travail. Il se trouve aussi que je le déteste. Ce n'est rien de personnel, il ne m'a jamais rien fait de mal, c'est juste ce que je ressens. Je le déteste et je vais vérifier mes classements de livres sur Internet, puis je vais immédiatement vérifier ses ventes de livres. Si les miens sont en tête, je me sens suffisant et si les siens sont en tête, je me sens en colère. Alors, un jour, nous avons été invités à parler sur la même scène ensemble. Et je ne parle pas de lui le matin et de moi l'après-midi. Je veux dire, vraiment ensemble. Nous serions interviewés sur scène ensemble. Et l'intervieweur a pensé que ce serait amusant de remuer un peu le pot. Amusant si nous nous présentions l'un l'autre. Alors je suis allé le premier et je l'ai regardé et j'ai dit, tu me rends très insécure. Toutes tes forces sont toutes mes faiblesses. Et quand ton nom est mentionné, cela me met mal à l'aise. Et il se tourne vers moi et il dit, c'est drôle, je ressens la même chose à propos de toi. La raison pour laquelle je le détestais n'était rien de personnel. C'est parce qu'il me rappelait mes faiblesses et il était plus facile pour moi de prendre cette énergie et de l'orienter contre lui et d'être compétitif que de jeter un regard dur sur moi-même et de voir où je peux m'améliorer. Et c'est la valeur d'un rival digne de ce nom. Au fait, nous sommes maintenant les meilleurs amis. Je suis resté dans sa maison, je pense qu'il est génial. C'était une expérience cathartique. Mais c'est la valeur d'un rival. Nos rivaux sont les personnes qui sont aussi bonnes ou meilleures que nous dans notre propre travail et leur simple existence nous révèle nos faiblesses. Le but n'est pas d'essayer de les battre, le but est de jeter un regard dur sur nous-mêmes et de voir où nous pouvons nous améliorer. La compétition est axée sur la victoire, mais la rivalité est axée sur le progrès. Si nous avons une attitude compétitive, alors tout ce que nous voulons faire, c'est comme deux coureurs, l'un trébuchera l'autre pour gagner. Oui, ils vont gagner la course mais ils sont toujours un coureur lent. Il vaut mieux perdre la course aujourd'hui et devenir de plus en plus fort, souhaitez le meilleur à votre rival et vos rivalités peuvent changer en fonction de votre performance. Au premier jour, IBM était le rival digne d'Apple. Apple était les pirates et IBM représentait la marine. Puis IBM est tombé hors du jeu. Alors c'était Microsoft qui représentait la marine. Je suis un Mac, je suis un PC et ensuite Microsoft est tombé hors du jeu et maintenant c'est Google et Facebook qui représentent la chose dont ils se distinguent, qui nous aident à comprendre notre propre identité. Qui sont vos rivaux dignes? Ils peuvent être des individus, ils peuvent être des organisations, ils peuvent être des États-nations, des personnes que nous admirons et qui nous poussent à être de meilleures versions de nous-mêmes. Ensuite, vous devez avoir la capacité de flexibilité existentielle. Qu'est-ce que cela signifie? Apple avait déjà remporté le succès de l'Apple I et de l'Apple II, c'est déjà une énorme entreprise, elle est déjà très célèbre, elle réussit et ils travaillent sur leur prochain grand projet. Et puis, par coïncidence à cette époque, vers 1981, Steve Jobs et certains de ses hauts dirigeants ont fait une visite à Xerox PARC et la Xerox leur a montré une innovation qu'ils avaient conçue appelée l'interface utilisateur graphique qui nous permettrait d'utiliser une souris pour contrôler le curseur à l'écran pour cliquer sur des dossiers et les déplacer pour utiliser l'ordinateur. L'une des voix de la raison a dit, « Steve, nous ne pouvons pas. Nous avons déjà investi d'innombrables heures de travail et des millions de dollars dans une direction stratégique complètement différente. Si nous réinvestissons dans l'interface utilisateur graphique, nous ferons exploser notre propre entreprise. » À quoi Jobs a répondu, « Mieux vaut que nous explosions que quelqu'un d'autre. » Cette décision a été l'ordinateur Macintosh. L'impact a été si profond que tout le logiciel Windows est conçu pour fonctionner comme un Macintosh. Cela a littéralement changé le monde et c'est la raison pour laquelle nous avons tous un ordinateur à la maison. Et au travail, c'est parce qu'ils sont si faciles à utiliser. C'est cela la flexibilité existentielle. C'est la capacité de faire un changement stratégique profondément différent parce que nous trouvons une meilleure façon d'avancer notre cause, même si nous avons investi dans une direction. Pour la personne qui fait la flexibilité existentielle, pour le monde extérieur, cela semblera fou. Pourquoi abandonneriez-vous quelque chose qui fonctionne? Mais pour la personne qui fait la flexibilité existentielle, parce qu'elle est tellement poussée par la cause, elle perçoit le risque comme restant dans que le chemin sur lequel il se trouve est un risque beaucoup plus petit, c'est la chose évidente qu'ils doivent faire pour s'ajuster. Kodak a fait le contraire. George Eastman, le fondateur de Kodak,
avait une cause juste concernant la démocratisation de la photographie et tout ce que l'entreprise a fait était de rendre la photographie de plus en plus simple. En 1975, l'entreprise a inventé l'appareil photo numérique et ils ont supprimé la technologie par crainte qu'elle ne cannibalise les ventes de films. Ils savaient qu'ils avaient environ 10 ans avant que quelqu'un d'autre ne la découvre. Au fil de ces 10 ans, ils n'ont rien fait et, comme prévu, de plus en plus d'entreprises ont commencé à introduire la technologie numérique. En fait, Kodak a réalisé des milliards de dollars grâce aux royalties qu'ils ont obtenues de leurs brevets pour la technologie numérique et lorsque ces brevets ont expiré, ils ont fait faillite. Parce que si vous n'êtes pas prêt à faire exploser votre propre entreprise, le marché le fera pour vous. La flexibilité existentielle est la capacité de faire un changement stratégique significatif parce que vous trouvez une meilleure façon de faire avancer votre cause. Finalement, vous devez avoir le courage de diriger. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui est incroyablement difficile. Être motivé par une cause dans un monde où toutes les pressions sont à court terme est incroyablement difficile. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le gouvernement, vous n'êtes pas aussi habitué à être orienté à court terme, c'est plutôt orienté à long terme et il s'agit de servir le bien commun. Mais pour les entreprises, toutes les pressions de Wall Street sont toutes orientées vers le court terme. Que toutes les structures incitatives concernent le court terme, le court terme, le court terme. Je soutiendrai que l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement et les entreprises ont parfois du mal à travailler efficacement ensemble est que l'un pense à très long terme et pense au bien commun, tandis que l'autre pense à très court terme et se demande ce qui est bon pour lui. Et le problème est que ce sont des attitudes différentes de travail ensemble. Et à mon avis, le gouvernement continue de se tourner vers les entreprises pour apprendre comment faire les choses et je mettrai au défi les entreprises de commencer à regarder le gouvernement pour comprendre comment rester concentré sur le bien commun et le long terme. Pour commencer à regarder le gouvernement pour apprendre comment faire les choses, peut-être une mentalité à long terme et réfléchir à la manière dont nous consacrons nos vies à une vie de service qui peut toujours être extrêmement rentable. Les organisations les plus infinies sont parmi les plus rentables. Apple, Southwest Airlines, Patagonia, Virgin, sont des penseurs infiniment incroyables et sont parmi les entreprises les plus rentables de leurs industries grâce à leur cause, grâce à leurs équipes, grâce à leur capacité à innover. Cela nécessite un courage énorme pour diriger de cette manière, dans une manière où la grande majorité des gens dirigent d'une manière différente. Il s'agit de défier les mentalités conventionnelles sur le leadership qui soulève toute la question finale. Qu'est-ce que cela signifie de vivre une vie infinie ? Clairement, nos vies sont finies. Nous naissons, nous mourons, mais la vie est infinie. Nous venons, nous partons et le jeu continue avec ou sans nous. Ce qui signifie que chacun d'entre nous a le choix de la manière dont nous choisissons de vivre notre vie, de la façon dont nous choisissons de diriger nos organisations. Nous pouvons diriger avec un esprit fini, essayer de gagner plus d'argent que nos amis. Essayez de prendre de l'avance plus vite que tout le monde, essayez d'obtenir plus de pouvoir que quiconque et quand nous mourrons, nous n'emportons rien de tout cela avec nous. Mais le choix de vivre une vie infinie signifie que nous choisissons de construire une organisation qui sera mieux parce que nous y avons travaillé. Nous la laisserons en meilleure forme que nous ne l'avons trouvée. Cela signifie être le genre d'amis et de leaders pour les autres qu'ils seront mieux parce que nous étions dans leur vie. Cela signifie que nous vivrons littéralement au-delà de nous-mêmes. C'est juste un choix, que nous choisissons de vivre avec un état d'esprit infini ou un état d'esprit fini.